Une semaine encore qui s'est passée dans la résistance. Cette semaine a été la suite logique de la semaine dernière. On a été encore une fois toute la semaine au contact de nos collègues dans les établissements. On a fait en sorte aussi de bien comprendre la situation qui se pose individuellement et collectivement dans les services. Nous avons eu beaucoup de surprises pendant cette semaine, mais on va déjà repartir de la fin de la semaine dernière. La fin de la semaine dernière, on a terminé par un beau cantage très intéressant avec les psychologues qui nous ont parlé de la relation qu'il y a entre tout ce qu'il y a mis en place par le gouvernement, cette politique d'imposition, et puis on a eu effectivement un débat qui est très riche avec des personnes intéressées et surtout en nombre. Ce qui est important à dire que sur le site du port, la résistance continue à s'exprimer à travers les ateliers que nous proposons. Alors, cette semaine a débuté lundi avec la découverte sur le centre hospitalier de Montgou-Vulsin, qui fait partie du CHU de Martinique, d'une difficulté importante au niveau de 2 unités. L'hémodialyse, qui est quand même importante, et une unité qu'on appelle UDM, et qui s'occupe des malades lourds. 11 suspensions en cours pour des collègues. C'est quand même énorme, et ça remet en cause le fonctionnement durable de ces unités. Et c'est surtout ce que nous voulons faire comprendre. Si nous sommes en résistance, c'est pour permettre, premièrement, que nos collègues puissent recevoir le soutien de l'intersyndicale de la santé, mais aussi comprendre à quel moment nos interventions doivent être utiles pour maintenir la continuité des soins. C'est là, on est un tournant important de la sécurité sanitaire, de la sécurité publique en Martinique. Ces unités-là, si elles dysfonctionnent, ce sont tous ceux qui ont besoin de l'hémodialyse, qui ont besoin de dialyse, qui sont en danger. Donc des patients qui ne vont pas avoir suffisamment de soignants à leur disposition. Donc un dispositif et des protocoles qui ne seront pas respectés, moins de possibilités de dialyse, ça veut dire des patients qui vont pâtir. Ça, c'est une première chose. Nous avons eu aussi l'incohérence, l'incapacité de la direction à faire face. La décision administrative est aujourd'hui prise à défaut parce que l'administration ne peut pas remplacer alors qu'elle envoie des personnels à l'extérieur de nos établissements sans capacité premièrement de pouvoir survivre, mais aussi sans capacité de pouvoir exercer leur profession. Mardi, tournée, ce qu'on a appelé le convoi de l'unité. Par ce convoi de l'unité, ça veut dire que nous sommes unis entre nous, les personnels, et nous devons agir ensemble. Donc, cette tournée nous a permis aussi de faire le point, mais vraiment avec les personnels. Alors, on est passé à Saint-Joseph, où est-ce qu'il y a un hôpital. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes passés à la mairie pour informer le personnel de mairie, puisque ce sont des personnels de collectivité, mais aussi faire en sorte qu'on sorte du réseau sanitaire, mais parler aussi aux administrés et aux intervenants que sont les collègues qui travaillent en mairie. Et nous avons eu l'agréable surprise de voir que le maire est venu et immédiatement a décidé de nous recevoir en délégation. C'est un point important parce que nous sommes passés devant d'autres mairies sans pour autant que le maire, comme par exemple à Sainte-Marie, daigne venir nous voir, nous Martiniquais qui œuvrons à la santé martiniquaise. Et là, nous avons eu, en tout cas, cette bonne action du maire de Saint-Joseph qui nous a reçus, qui s'est engagé à interpeller les décideurs que sont le préfet, représentant du gouvernement, l'ARS et le président de la CTM pour les interpeller parce que les éléments qu'on lui a apportés lui ont permis de comprendre que cette situation demandait une intervention importante d'un responsable politique vis-à-vis des administratifs que sont le représentant de l'État, le préfet et l'ARS. Donc,
Ça a été déjà le début d'une bonne journée où est-ce que nous avons pu voir les collègues de l'hôpital de Saint-Joseph. Nous avons poursuivi avec l'hôpital Clarac où est-ce qu'il y a des difficultés compte tenu du manque d'effectifs de personnel de radiologie, des manipulateurs radio, qui sont aussi touchés par les suspensions et qui, je le rappelle, étant donné que ces suspensions sont mises en œuvre avec les arrêts maladie, avec les congés, nous avons plus de 60% des manipulateurs radio qui sont absents de leur poste. La conséquence, c'est que les urgences du CHU ne peuvent pas faire face à tous les diagnostics nécessaires. On ne peut pas avoir des consultations normales en imagerie médicale. Alors je rappelle que ce sont les scanners, la radiologie traditionnelle, l'IRM qui est en cause. Et ces éléments-là, aujourd'hui, ce sont des facteurs importants de diagnostic. Sans ça, le corps médical est dans l'incapacité de diagnostiquer aussi rapidement qu'il le pourrait. En tout cas, avoir des confirmations de diagnostic aussi. Donc ça, c'est un élément important. En radiothérapie aussi, on a ces difficultés. C'est pour ça qu'on est passé au centre de Clarac. Ensuite, nous avons cheminé vers la clinique Saint-Paul, où est-ce que là aussi, contact avec les personnes qui viennent en consultation, les personnes qui viennent en hospitalisation de jour, avec le personnel aussi. Et d'ailleurs, nous avons déjà repris rendez-vous avec ces personnels, puisqu'il y en a qui ont des difficultés liées à la suspension. Et puis, nous avons bouclé la journée de lundi au centre Emaventura, où est-ce que là, c'est vraiment le cas d'espèce du dysfonctionnement total de la continuité des soins. Un service rempli avec 38 personnes âgées contaminées par le Covid, avec des personnels contaminés par le Covid, avec des personnels en congé de maladie, donc à cause du Covid. Donc, dans un dysfonctionnement le plus complet qui a nécessité qu'il y ait 20 renforts venus de France pour pouvoir permettre que ce service fonctionne. Et il faut rappeler que nous avions vu en début de semaine aussi que Emaventura, qui est un centre qui accueille les personnes âgées, on y avait transféré le service Kai Grand Moun, qui recevait les personnes âgées au Lamentin, à Emaventura temporairement pendant la période de crise du Covid. Et puis depuis, la direction n'a rien fait pour faire revenir ces personnes âgées au Lamentin dans leur lieu qu'on appelle Kai Grand Moun. C'est la maison de ces personnes. Et on ne les a pas fait retourner là. Et on n'y pense même plus. Donc nous avons dû remettre ça en exergue. Et c'est important de dire que cette situation-là, nous souhaitons que très rapidement la direction prenne des dispositions pour remettre de l'ordre dans tout cela, refaire les gens reprendre leurs repères, là où ils vivaient depuis 10 ans, 15 ans. C'est important pour eux de retrouver leurs repères et de réintégrer cet établissement. Il faut noter aussi que le centre Emaventura, avec les histoires de Covid, la contamination qui a lieu, il y a déjà 3 personnes âgées qui se sont retrouvées en réanimation au niveau du centre hospitalier universitaire. Donc il y a une difficulté là à régler et c'est ce que le convoi à l'unité permet de découvrir de la réalité dans notre pays. Ensuite, le mercredi, réunion très suivie de l'ensemble des personnes qui ont reçu, des personnels qui ont reçu des lettres de suspension, qui ne savent pas quoi faire. Nous avions environ 80 à 100 personnes rassemblées et nous avons pu répondre individuellement et collectivement à tous leurs questionnements juridiques, administratifs, parce que nous commençons à être rodés au niveau de l'intersyndical, avec l'apport juridique du groupement d'avocats résistants que nous avons la possibilité aujourd'hui de guider nos collègues et de leur donner les réponses adéquates aux difficultés qu'ils rencontrent. Donc mercredi, très important, et jeudi, toujours notre convoi limité est centré sur Fort-de-France, le centre Pierre Zoda Kipman, où est-ce qu'encore une fois, nous avions un rendez-vous à tenir avec la direction générale, et patatras, nous nous retrouvons encore une fois devant une difficulté, l'escalier bloqué, on paye des agents de sécurité pour nous empêcher d'accéder à l'étage, le premier étage administratif, il faut décliner son nom, donc nous avons refusé, parce que nous considérons que nous n'avons pas
à passer des checkpoints dans ce pays. Nous ne sommes plus du temps de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous ne sommes pas pendant la guerre 39-45, même si le président de la République a dit que nous sommes en guerre. Nous n'allons pas porter non plus d'étoiles jaunes pour qui que ce soit. Nous sommes des humains responsables et on doit nous laisser circuler dans notre établissement parce que c'est notre établissement de référence. Nous avons le droit d'y accéder. En plus, nous sommes des élus représentant les personnels. Nous sommes des représentants de l'intersyndicale. Il est hors de question que nous soyons fliqués dans un établissement public et que nous ayons devant nous des agents de sécurité qu'on paye largement toute la journée à pianoter sur leur portable, à s'endormir des fois dans l'escalier, et que lorsque nous y arrivons, qui se mettent en branle et qui considèrent qu'ils ont un pouvoir de discrétion sur notre accès alors que nous avons une réunion réglée avec la direction. Donc nous avons refusé, nous avons fait aussi ce point-là avec la direction générale qui semble complètement hors sol pour le moment, puisque c'est le nouveau directeur général, M. Le Brière, qui nous recevait. Et deux termes qu'il a employés souvent, respect, sérénité. Alors avec tout ce que je vous ai déjà dit, comment vous pouvez comprendre que nous soyons dans une sérénité quelconque en Martinique aujourd'hui? Avec tout ce qui nous tombe sur la tête, tout ce que nous avons à régler, on nous parle de sérénité. La deuxième chose, de respect, nous sommes désolés, nous ne sommes pas respectés et nous considérons que le respect ne sera acquis que lorsque le directeur général aura prouvé qu'il est à même de résoudre les problèmes que nous nous posons aujourd'hui, la continuité des soins, le respect des engagements de l'État, de poursuivre les négociations et aussi, un dernier point, de faire en sorte que la maltraitance du personnel, qui se traduit par une maltraitance des personnes accueillies dans nos établissements, s'arrête. Les inspecteurs généraux de l'action sanitaire avaient déjà stipulé qu'il y avait de la maltraitance. Cette maltraitance a continué avec Madame Deville, directrice générale. Elle a persisté, elle continue à persister parce que le nouveau directeur signe des lettres de suspension. Donc c'est une continuité. Donc on ne peut pas considérer qu'il est venu pour mettre la sérénité. Il faudra qu'il arrête de signer des lettres de suspension. Il faudra qu'il persiste véritablement dans le sens humain et les missions de l'hôpital public. En tout cas, le Code de la santé publique prévoit que la priorité des priorités, c'est la continuité des soins, le respect du patient, l'accueil équilibré, équitable pour toute personne qui vient dans nos établissements, qui n'est pas respecté aujourd'hui. Alors je terminerai par rappeler à tout le monde qu'on a un beau cantage important ce samedi. Important pourquoi? Parce qu'on va parler du rôle de la culture dans les luttes, le liénage entre culture et lutte, et trois intervenants importants qui vont venir, c'est M. Varas, c'est M. Hugues Charlec, c'est M. Sibrilis, qui est un musicologue, qui vont venir ouvrir les débats et qui vont nous permettre de discuter, d'approfondir cette question-là. Culture et lutte. Nous savons que la langue est importante, même si je n'ai pas fait tout mon discours en créole. Nous savons que la culture, dans nos luttes, nos chants, c'est une expression importante qui est vivace depuis plusieurs décennies et que on maintient dans nos luttes. Donc on va en discuter, je ne veux pas ouvrir les débats là. Nous vous invitons samedi. Et puis je terminerai par dire l'événement de la semaine, c'est vraiment notre tricot qui est en vente, résistant, si vous voulez soutenir. Il y a 3 coloris, puisque nous allons dans nos manifestations avec des coloris différents chaque jour, ou alors nous choisissons une semaine pour un jour. Donc le tricot rouge, le tricot blanc, résistance, voilà. Et vous pouvez choisir aussi le tricot noir. C'est vraiment des tricots qui représentent notre volonté de poursuivre la résistance. Alors le prix n'est vraiment pas exagéré, c'est un prix de soutien, de résistance, 10 € par tricot. Vous choisissez le coloris, vous venez sur le port ou alors vous nous appelez et nous allons nous accorder ensemble pour faire en sorte que vous ayez la taille qui vous convient, la couleur qui vous convient, et puis nous allons poursuivre ainsi la résistance parce que ça va nous permettre de survivre et de permettre à tout un chacun de poursuivre la lutte.
Dernière chose, les paniers résistance continuent. Nous avons fait la deuxième séance samedi dernier. La troisième séance, on va poursuivre à aider nos collègues à leur donner de quoi manger et vivre pendant une semaine. C'est important pour nous, cet acte de solidarité. Nous rappelons que ce sont des producteurs locaux, mais ce sont tous les citoyens individuellement qui nous apportent ce qu'ils peuvent. Alors, une bouteille d'eau, une boîte de conserve ou 2 boîtes de conserve, de l'huile, tout ce que vous voulez, des denrées non périssables, des denrées, des produits, il y a des collègues qui emmènent des papayes par exemple, tout ce que vous pouvez nous donner sera fructifié et arrivera à réaliser un repas correct pour nos collègues qui ont des difficultés. Merci à tous et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse de la semaine.